Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler de Imperial Steam, un jeu de Alexander Hummer qui est édité chez Capstone Games et qui nous propose de développer un réseau ferroviaire dans le sud de l'Autriche avec comme objectif qui n'est pas vraiment nécessaire pour l'ensemble du jeu mais qui est une proposition de relier Vienne à Triest. Si on ne fait pas cette liaison, on aura malgré tout 8 tours de jeu afin de développer le meilleur réseau ferroviaire à travers l'Autriche. Alors pour cela, on a une mise en place qui est un peu longue parce qu'il y a beaucoup de pièces à aller mettre, il y a beaucoup de parties aléatoires au niveau du jeu. Et donc, si vous faites ça tout seul, comptez pratiquement bien une demi-heure afin de faire la mise en place. Donc essayez de vous faire aider par d'autres joueurs, même si vous donnez les instructions. Sinon, c'est pratiquement un jeu en soi de tout mettre en place. Et on va avoir ainsi sur le plateau de jeu des gares un petit peu partout. On va avoir des gares plus importantes qui sont des gares qui demandent des ressources. Et on a 4 dans le jeu qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. On va avoir une série de contrats que l'on pourra réaliser pour nos investisseurs. On a un petit peu d'argent, on a des cubes en réserve, on a toute une piste d'action qui se trouve ici au-dessus, des usines que l'on peut construire et des villes dans lesquelles on pourra engager des ouvriers. Un plateau de jeu chez soi où on reprend tout en haut les différentes actions d'un tour de jeu. On va avoir un premier train qui contient 3 marchandises que l'on va utiliser pour développer notre réseau, qui contient aussi un petit peu de charbon. On a 2 ouvriers qui sont prêts à travailler pour nous. On a des gares prêtes à être placées ici au-dessus et des investisseurs qui sont prêts à acheter une partie de notre entreprise, sachant que tout ce qu'on va leur vendre sera des points de victoire qu'on n'aura pas à la fin du jeu, mais on aura de l'argent beaucoup plus tôt. Donc ça, je vous explique ça beaucoup plus tard. On a ici une piste avec de l'influence, qu'on va avoir ici des marqueurs qui vont avancer et des villes qui nécessitent une certaine influence pour pouvoir commercer avec elles. Donc c'est très important dans le cours du jeu, c'est ça qui va aussi définir l'ordre du tour. Et voilà un petit peu pour le tour du plateau de jeu. Alors comme je le disais, Imperial Steam va se terminer après 8 manches qui sont placées ici, ou si quelqu'un arrive à relier Vienne à Triest en plaçant des rails sur l'ensemble du plateau de jeu, un petit peu comme un aventurier du rail, sauf qu'on pourrait être à plusieurs sur le même endroit. Mais rejoindre Triest n'est vraiment pas une obligation et vous verrez l'impact que ça a plus tard. Au début du jeu, dans une mise en place à 3 joueurs, on commence chacun avec 130 $. Et la première chose que l'on va faire, ça va être de dépenser cet argent-ci. Et je vous dis bien que l'argent, ça va être le nerf de la guerre dans Imperial Steam. C'est quelque chose qui va être toujours très ric-rac pour vous gérer. Et cet argent-ci va être dépensé dès le départ afin de définir votre influence de départ dans le jeu. Donc on va d'abord tirer un ordre du tour qui est un ordre du tour temporaire. Et on va chacun en secret miser un certain montant qui va être notre influence dans le jeu, et cette influence va redéfinir l'ordre du tour dès que ce sera fait. Alors c'est très important l'influence parce que quand je serai à un certain niveau, je vais pouvoir commercer avec les villes qui sont en dessous de moi dans la piste d'influence, et ce commerce va me permettre d'avoir accès à des ressources qui se trouvent ici dans les couleurs associées. Donc on a le brun ici, on a le blanc là-bas. Alors c'est très important de ne pas commencer avec aucune relation avec les villes parce qu'alors vous ne saurez pas faire de commerce dès le départ là-bas. Or vous allez en avoir besoin rapidement parce que vous allez devoir avoir accès à des ouvriers pour augmenter les possibilités de création de rails de votre réseau. Donc on vous conseille dans votre première mise d'au moins miser pour arriver à 2 influences, donc un minimum de 60 dans mon exemple ici. Le plateau de jeu varie, donc ce n'est pas nécessairement toujours 60, mais c'est vraiment un gros minimum d'arriver à ceci. Après vous faites toujours ce que vous voulez, vous verrez avec l'expérience que votre première partie sera certainement la plus mauvaise, parce qu'il y a tellement de choses à prendre en compte dans Imperial Steam que c'est très difficile d'arriver à de gros résultats directement. Mais qu'importe, croyez-moi, faites au moins un niveau 60 ici pour votre mise. Et donc chacun va aller miser en secret, et imaginons que, tiens, hop, lui il a misé 60 quand il révèle, lui il a misé 70 et moi j'ai misé 70. Eh bien, on va se retrouver ainsi avec un ordre du tour donc qui va évoluer et je vais me retrouver à 2e position en tant que mauve vu qu'on va remettre un ordre du tour directement dans le jeu. Ça, c'est la première chose à faire. On est tous les deux bloqués à 70, mais c'était le premier ordre du tour tiré au sort qui définit la gestion des égalités vu que le jaune a joué avant le mauve. Ce sera toujours le même principe. Quand quelqu'un arrive au même niveau que quelqu'un d'autre, eh bien, s'il arrive en même temps, donc il avance là-bas, hop, je me retrouve ainsi, je ravance là-bas dans le cours de jeu, je me retrouverai toujours 2e derrière
le jaune derrière le joueur qui était le premier arrivé à un emplacement. Ça, c'est le gros principe. Maintenant que je connais mon ordre du tour, on va commencer chaque manche. Eh bien, chaque manche reprend une série d'actions à faire. Alors, au début du jeu, on commence par les deux dernières actions. Les premières ne sont pas faites. C'est une gestion de mise en place intertour. Et donc, on va commencer par faire l'action principale du jeu, qui est de placer nos petites mains. Chaque main est une action. On va placer nos mains sur les différentes tuiles d'actions qui se trouvent ici. Alors la première chose à savoir, c'est que quand je place une main sur une action, je ne la bloque pas pour les autres joueurs, je ne la bloque pas non plus pour moi. Donc tous les joueurs pourraient, par exemple, aller sur la même action dans le cours du jeu. Donc ça, c'est pas du tout bloquant. Par contre, si moi, je décide de revenir une deuxième fois sur une même action, il va y avoir un impact. L'impact, c'est que je vais perdre en influence. Et donc revenir une deuxième fois sur la même action me ferait descendre de 1 sur la piste d'influence. Si je reviens une troisième fois sur la même action, je descendrai de 2. Donc je descends du nombre de mains qui sont déjà présentes sur la case avant que je joue. En fait, c'est la règle de base, sauf que quand vous placez une main la première fois à un endroit, il y a 0 main, vous descendez donc de 0. Simple. Donc on peut jouer plusieurs sur la même case et on peut aller même plusieurs fois sur la même case, mais on perd en influence si on y retourne. Et je vous ai dit, l'influence, c'est très important pour l'accès à certaines villes, mais aussi pour l'ordre du tour. Et l'ordre du tour est très important dans Imperial Steam. Dernière chose, on est obligé de jouer toutes ses mains. Donc c'est surtout important sur la fin du jeu, que parfois on n'a pas nécessairement des ressources possibles au niveau du jeu. On est obligé de les jouer toutes, et donc s'il le faut, on les mettra plusieurs fois au même endroit. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une case ici, dont on peut parler en premier, qui est la case passer. Eh bien c'est je ne fais rien avec ma main. Eh bien si en fin de jeu par exemple je ne sais plus rien faire avec mes mains, je ne sais les placer nulle part ailleurs, je vais peut-être devoir me mettre plusieurs fois sur passer, et donc descendre plusieurs fois à ce niveau-ci. Bon, franchement, si vous devez vous mettre plusieurs fois, vous allez vous mettre à la case juste à côté qui vous permet de gagner 10 $. Et je préfère aller plusieurs fois chercher des dollars que passer. Mais ça pourrait être quand même une option si on doit aller sur plusieurs cases et ne pas redescendre de trop au niveau de mon influence. Donc, passer, recevoir 10 $, très simple. L'action suivante possible, c'est de payer 10 $. Donc, quand il y a les deux couleurs ainsi, c'est toujours payé. Pour avancer de 1 dans ma piste d'influence. Donc je pourrais payer 10 $ en allant ici et je remets mes 10 $ ici et je remonte de 1 sur ma piste d'influence. Je peux payer plus que 10 $, je pourrais payer 20 $, ainsi je serais monté de 2 et j'aurais ainsi pris la tête à la manche suivante. On ne remet pas directement l'ordre du tour en place, ça attendra systématiquement la manche suivante. Donc ces premières zones-ci, super simple. Maintenant on va vraiment rentrer dans la partie développement du jeu qui est beaucoup plus intéressante. La case suivante, ici, ça va me permettre d'aller chercher des ouvriers. Alors, des ouvriers, j'en ai 2 au début du jeu et je vais pouvoir aller en acheter en venant ici. La règle, c'est que pour aller en acheter, je vais devoir dépenser de l'argent dans les villes sur lesquelles j'ai de l'influence. Donc pour l'instant, uniquement le blanc et le brun. Mes villes à influence ici, elles ont des colonnes. Ces colonnes-là, ce sont les ouvriers qu'on peut acheter. Le premier ouvrier, vu qu'on est tout en bas de chaque colonne de toute façon, coûte 10, le deuxième coûte 20, le troisième coûte 30, 40, et puis après, il y en a toujours disponible et sera toujours à 50. Donc, je vais choisir une des villes dans lesquelles j'ai une influence. Souvent, on va prendre celle la plus basse. Pourquoi? Parce que si un joueur a été bloqué, n'a pas été dépensé pour aller chercher la deuxième ville d'influence, eh bien, il va se retrouver avec uniquement la ville brune à aller acheter. Et si, comme tous les autres joueurs joueront devant lui, il risque, s'il joue bien, de faire monter les prix au niveau de la ville brune et lui va acheter des ouvriers beaucoup plus chers qu'autrement. Tandis que si tout le monde a au moins 2 villes d'influence, vous voyez, on sait surtout récupérer beaucoup plus facilement au niveau des influences vu qu'il y a 3 lignes ici qui seront disponibles. Quand je vais acheter des ouvriers, je ne peux pas dire j'en achète un là-bas et un là-bas, ce qui me permet de faire 30 et d'avoir 3 ouvriers. Non, je choisis une colonne et j'achète autant d'ouvriers que je veux dans cette colonne-là. Donc ici, par exemple, je me retrouve avec 50 $, ben, j'aurais pu en acheter 2 ici. Donc une fois 10, une fois 20, ça me coûte 30. Et je récupère 2 ouvriers que je mets en bas de ma première colonne, ici, dans la piste des ouvriers. Je peux aussi acheter des experts. Des experts, il y a 2 types d'experts. Des experts pour les ponts et des experts pour les tunnels. Les experts pour les tunnels, ce sont les oranges. Les experts pour les ponts, ce sont les gris. Ils vont me servir à quoi? Eh bien, vous voyez que sur la carte, il y a parfois des zones oranges et des zones noires
qui vont nécessiter un expert pour construire ces rails-là. Donc, il y a un moment dans le jeu, je vais devoir avoir des experts pour réussir à terminer ma zone et aller jusqu'ici. Si vous décidez d'aller jusque Trift, à nouveau, ce n'est pas une obligation au niveau du jeu. Ça rapporte quelque chose, mais ce n'est pas une obligation. Et donc, je vais pouvoir acheter un ou plusieurs experts, sachant que je ne peux avoir qu'un seul orange et qu'un seul gris, donc il y en aura pour tout le monde éventuellement, et que je ne peux les chercher que là-bas où j'ai une influence. Donc, si j'ai l'argent, je pourrais m'acheter un expert ici ou là-bas dans mon cas présent. Même si j'ai acheté dans le brun, je pourrais très bien aller acheter un expert gris, si j'ai les 30 $, ce qui n'est pas mon cas, dans l'autre ville à laquelle j'ai accès. Tous les experts, donc comme je viens de le dire, valent 30 $. Donc j'en achète un ou j'en achète plusieurs. Je l'achèterai maximum 2 sur l'ensemble du jeu et je les mets alors ici chez moi une fois qu'ils sont disponibles. Donc l'action ici me permet d'acheter des ouvriers dans les villes dans lesquelles j'ai une influence, dans une seule colonne de ces villes-là, et je vais payer le prix qui est indiqué ici au fur et à mesure et je vais monter le marqueur au fur et à mesure de mes achats. Il ne descend jamais dans le jeu. Je peux éventuellement aussi acheter des experts qui sont aussi dans les villes sous influence et à nouveau je peux le faire dans une ville différente de celle où j'ai acheté des ouvriers. L'action suivante que je peux faire, ça va être justement de construire des rails. Ces rails, je vais devoir dépenser du bois, de la pierre et du fer pour les construire. Donc systématiquement, quand je fais l'action, comme indiqué ici, je vais devoir dépenser au minimum ceci. Je dis au minimum parce que si vous allez faire des rails qui sont à placer sur la zone qui contient de l'orange ou sur une zone qui contient du noir, comme indiqué ici, vous allez avoir besoin d'une pierre supplémentaire si je construis sur le noir, d'un fer supplémentaire si je construis sur l'orange et j'ai besoin d'un expert qui n'est pas dépensé, qui est juste présent pour pouvoir le faire. Donc n'oubliez pas, parce que c'est vraiment quelque chose que lors des premières parties on oublie, c'est que quand on construit sur des zones avec du noir ou de l'orange, il vous faut l'expert, souvent on retient, mais surtout il faut une ressource de plus et donc il faudra dépenser 3 ressources de base plus une, voire peut-être encore plus si on fait 2 rails, un rail ici, un rail là-bas, qui passe sur du noir et de l'orange. Il faudra donc 3 de base, plus un orange, plus un noir, plus les 2 experts. Donc de base, j'ai besoin de 3 pour pouvoir construire des rails. Combien de rails je peux construire? Maximum 2. Maximum 2. Et ces 2 rails, je vais les placer où? Eh bien, je vais les placer par rapport à mon réseau existant. Mon réseau existant, il commence ici et je vais pouvoir m'étendre sur base de cela. Pour placer mes rails, je vais devoir payer quelque chose. Je vais devoir payer en ouvrier. Eh bien, pour payer en ouvrier, pour mettre par exemple des rails ici et là, donc 2 rails avec une seule fois mes ressources, je vais devoir payer des ouvriers une force de travail de 7. Ce sont les chiffres donc, qui se trouvent à gauche de mes tuiles. Ces ouvriers, je vais les trouver ici. Et quelle est la force de mes ouvriers au départ? Ils ont une force de 1. Donc ici, je n'ai qu'une force de 4. Je ne saurais pas aller mettre mes 2 rails. Et donc ici, potentiellement, si je voulais construire très tôt dans le jeu, je ne pourrais faire qu'un seul rail avec mes 3 ressources. C'est une bonne chose, c'est pas une bonne chose, à vous de le voir par rapport à votre partie, par rapport au développement nécessaire dans votre partie. Donc, si j'avais construit comme ceci, je ne pouvais faire que 4, j'ai 4, je vais monter mes ouvriers ici pour dire qu'ils sont utilisés, ils ont tous une valeur de force de 1, et donc les 4 sont nécessaires, sont réussis, et je peux construire là-bas. Si jamais j'avais de la monnaie, entre guillemets, si jamais j'avais des ouvriers qui font plus que la valeur indiquée, parce que leur force de travail va augmenter, eh bien on ne rend pas la monnaie, donc il n'y a pas de récupération sur autre chose. Mais par contre, on va compter sur l'ensemble des rails placés pour faire tout ceci. Comment est-ce que je pourrais aller faire mes 7 en une seule fois? Eh bien, à chaque manche, je fais un petit peu de spoiler par rapport à ce qui va arriver plus tard, les ouvriers non utilisés vont monter d'un cran. Et donc, ici, mes 4 ouvriers ont tous une valeur de 2. Si je les montais là-bas, j'aurai une valeur de 8. J'ai besoin de 7, comme je dis, on ne rend pas la monnaie. Et je vais donc pouvoir faire ma construction directement jusque là-bas. Donc, comme les ouvriers non utilisés vont monter d'un cran, vous allez peut-être attendre le deuxième tour, qui va assez vite le premier tour, vu qu'on n'a que 2 mains à placer, pour faire monter vos ouvriers d'un niveau et ainsi aller plus loin, plus rapidement au niveau de vos rails. Alors, toujours au niveau de la pose de rail, il y a quelques règles. La première règle, c'est qu'on ne peut pas faire de fourche à un endroit comme ceci. Donc je ne peux pas arriver à une ville et de là repartir et essaimer. Sauf si j'ai sur ma ville une petite gare. Donc, pour pouvoir faire des croisements, je vais devoir construire des gares pour repartir dans un autre sens à partir d'une ville existante. Ce qui veut dire aussi
que la ville de départ vienne, on a tous une gare dessus, donc on pourrait tous partir dans un sens différent, en partant de là et partir en étoile sans aucun souci, vu qu'on a déjà une gare de départ. Donc ça c'est possible ici, ça ce n'est possible que si j'ai placé une gare aussi à ce niveau-là. On verra comment placer les gares après. Donc, pas de fourche, sauf si on a placé une gare. Quand je construis, je peux très bien construire d'un côté là-bas et puis d'un côté ici. Donc, je ne suis pas obligé de poursuivre dans la même ligne systématiquement. Je peux revenir en arrière, je peux faire des trucs ainsi, tant que je ne fais pas de fourche. Autre chose, c'est que s'il y a quelqu'un d'autre qui est déjà placé, je peux malgré tout utiliser le même chemin. Donc, par exemple ici, jaune était placé par là et je désire moi aussi aller par ici. Je pourrais venir par là, payer les 5 de force qui se trouvent là et je vais payer 10 $ à jaune pour employer son réseau. Et si bleu décide de passer aussi par là pour une raison ou pour une autre, il paiera 10 à jaune et à mauve. Donc on peut reprendre un même chemin que quelqu'un d'autre, rajouter des rails, simplement on va lui payer 10 parce qu'il était premier placé dessus. Ensuite, l'endroit où j'arrive, il y a parfois des petits bonus. Par exemple, ici, je vais avancer directement de 1 dans mon influence. Là-bas, je vais avancer de... Ce sont 2 tuiles qui sont fixes, qui ne bougent pas. Donc, si on est dessiné, il y en a 1, 2, 3, 4 qui sont fixes dans le jeu. Et puis, vous avez des 15 qui ont ainsi des petits bonus. Alors, ces petits bonus, premier arrivé, premier servi, prend celui du haut. Donc, ici, je prendrai un 1 et là-bas, je prendrai un 2. Ça me fait donc 3 en petits bonus en arrivant le premier là-dessus. Ces petits bonus, je peux les dépenser à quoi? Je peux les dépenser à plusieurs endroits. Je peux les dépenser immédiatement, quand je les prends, évidemment, c'est tout de suite, c'est un one shot. Je peux les dépenser pour avancer en influence. Donc je pourrais ici avancer de 3 en influence si je le voulais. Je pourrais aussi avancer ici dans la valeur de mon entreprise. Chaque 1 va avancer de 1 et donc je pourrais avancer de 3 ici et faire que la valeur de mon entreprise passe de 40 à 130 $. Très intéressant, c'est peut-être une des choses les plus intéressantes au niveau du jeu, mais votre partie fera que ça changera. Ce sera peut-être plutôt l'influence qu'il faudra faire à ce moment-là, ou ce sera peut-être la troisième option qui est de retourner des wagons et faire que les wagons ne vont plus déplacer du matériel, mais vont déplacer des voyageurs. Et en le retournant, j'aurai des wagons de voyageurs. L'intérêt des wagons de voyageurs, c'est qu'à chaque début de manche, ils vont rapporter de l'argent. Et l'argent, c'est très difficile à en avoir au niveau d'Imperial Steam. Donc il y a vraiment 3 grandes voies et on peut mixer, je peux faire un voyageur, une avancée et une avancée au niveau de l'influence. Donc chaque valeur, je choisis entre influence, valeur de mon entreprise ou retourner des wagons. S'il y avait des ressources déjà placées sur les wagons, il faut les déplacer ailleurs si j'ai d'autres trains, ou alors il faut même les déplacer ici. Vous avez une case ici, qui est une case de stockage, dans lequel je peux placer pour l'instant une ressource qui ne voyage pas avec moi. Toujours dans les rails, il y a un rail un petit peu spécifique que l'on peut construire, et ça c'est une action libre que l'on peut faire même si on ne fait pas de construction de rail à ce moment-là, c'est de placer un rail sur un rail d'état. Le rail d'état, il est ici, il n'y a pas besoin de construction. On a déjà l'État qui nous paye à ce niveau-là. Et nous, on va payer, plutôt que de payer une force motrice de création, on va payer ça en argent. On va regarder les 2 valeurs autour et on va prendre la plus chère. On va payer cette valeur-là à l'État. Alors évidemment, 30 et 30, ça ne fait pas grand-chose. Là, j'ai 50 et 50, c'est pas de chance pour moi. Et ici, j'ai 40 et 60. Donc l'exemple, il est bien ici. Si je mets un rail là-bas, attention, je dois être déjà arrivé avec mon réseau jusque-là pour aller mettre un. Je ne peux pas en taper un qui vient de nulle part. Eh bien, je paierai 60 en étant le premier à placer le rail ici sur la zone d'état. Si un autre joueur profite aussi de ce chemin-là, donc il avait aussi fait un chemin qui arrivait jusque-là, imaginons quelque chose comme ceci, et lui décide de passer mais dans l'autre sens, il pourra aussi le faire, c'est toujours une action libre, il va toujours payer quelque chose, il va payer la plus petite valeur des deux, 30 et 30 ça change à nouveau rien, là-bas donc ce serait 40, il va payer la plus petite valeur des deux, mais il va la payer au joueur qui était déjà présent. Donc là, je vais récupérer de l'argent par rapport à mon investissement de base. Donc une action libre, je dois être déjà là-bas au niveau de mon réseau pour pouvoir le faire. Je paye la plus grande valeur entre les 2 tuiles qui se trouvent autour, je la paye à la banque. Si un autre joueur vient s'y placer, il la paye la plus petite valeur, il la paye à moi. Enfin, il y a un autre endroit qui est un petit peu spécifique, c'est cette zone-ci qui est associée à cette tuile-là. Le premier qui fera la construction sur cette zone-ci, c'est une zone fixe, c'est tout le temps la même dans tout le jeu, prendra ce marqueur-ci
Et cette tuile-ci permettra de doubler la production d'argent quand le jeu sera terminé. Donc une seule fois dans la partie, on aura une double production d'argent. La production d'argent, c'est tout ce qu'on va avoir comme tuile qui rapporte des sous sur notre plateau de jeu. Et donc on aura le double une fois dans le jeu. Donc ça ne rapporte pas énormément, sauf si vous avez fortement développé vos trains pour faire des trains de voyageurs. Donc le premier qui passe ici récupère la tuile. Voilà, c'est tout au niveau des rails. Passons à l'action suivante. L'action suivante, ça va être la construction au choix, soit d'une gare, donc ceci, soit d'une usine. Alors, prenons l'exemple d'une gare en premier. Une gare, je la place dans un endroit où il y a l'indication que je peux en placer une. Il n'y en aura qu'une seule par zone. Je vais la mettre donc où cela m'intéresse et je vais payer le coût indiqué à droite. Donc ici, je paye 30 pour placer ma gare. En plaçant ma gare, je vais retirer le marqueur qui se trouve ici et je libère un nouvel emplacement de stockage et je libère un nouveau gain au niveau de l'argent qui aura lieu chaque manche. Donc des emplacements de stockage et des gains. Et puis, comme je l'ai dit, ma gare me permettra alors d'aller dans plusieurs chemins différents pour aller par exemple par ici pour atteindre cette ville qui est très importante dans le jeu et récupérer ainsi le petit marqueur. Ça, c'est la gare. Mais je place la gare ou je place une usine. Alors une usine ici, ça va être quelque chose qui est très important dans le jeu parce que ça va me permettre d'avoir des ressources potentiellement directement chez moi, mais surtout d'aller les vendre dans des villes qui en demandent. Les villes qui en demandent donc sont les villes qui sont ici, qui ont des demandes de produits. Mais pour aller leur vendre ces produits-là, je vais devoir d'abord avoir une usine de créer. Et créer une usine, ça a un coût. Le coût, il est indiqué ici. 10, 10, 30, 20. Donc au début du jeu, ce sont les prix là-bas. Et plus je vais prendre d'usines, plus le prix d'achat va augmenter et plus le prix de revient va diminuer. Alors imaginons que j'achète une usine ici pour 10, une usine pour de la pierre. Donc j'ai encore de l'argent ici un tout petit peu, je vais pouvoir le dépenser pour mon exemple. Je paye 10, je mets une usine de pierre et je le mets où? Eh bien je le mets dans un endroit où il y a un petit bonhomme. Alors les petits bonhommes ici, on en a au début 4 à 3 joueurs, donc celui-là n'est pas accessible pour 3 joueurs. Et je vais devoir prendre un de mes ouvriers qui a travaillé ou qui n'a pas travaillé. Ça c'est vous qui voyez, c'est toujours mieux de faire un qui a travaillé parce que moi il a rentabilisé quelque chose. Je vais l'envoyer à cet endroit-là et je vais garder mon usine à côté de moi. Pour savoir que c'est une usine de pierre qu'il a fait ici, je vais lui placer de la pierre. Et la pierre que je vais placer, c'est indiqué sur votre plateau. Un ouvrier de niveau 2 va amener 3 pierres. Donc je vais mettre 3 pierres à côté de lui. Donc plus vous envoyez des ouvriers qui sont forts, plus ils amènent de la pierre avec eux. Si vous prenez un ouvrier de niveau 1, il n'amènera que 2 pierres avec lui. Donc c'est son niveau plus 1. J'ai amené de la pierre. La pierre, elle est là, c'est sympa, mais comment je vais la rentabiliser? Eh bien, c'est une action libre qui me permettra d'aller livrer de la pierre dans une ville. Imaginons que plus tard, j'arrive à faire ma construction ici. Hop, je récupère ce petit marqueur-là. Je peux faire la construction parce que j'ai mis une gare. Et donc, j'ai accès maintenant à cette ville-ci. Et cette ville-ci, elle demande de la pierre. Elle demande en fait toute une ressource de chaque, plus 2 ressources noires. Les ressources noires réagissent un petit peu différemment, c'est le charbon, je reviendrai dans un instant. Mais à partir du moment où je sais aller livrer depuis ma ville principale, enfin depuis n'importe où en fait, hein, vu que mon réseau est de toute façon totalement lié, je peux aller livrer une pierre quelque part, et bien je vais livrer ma pierre, et je ne peux livrer qu'une seule ressource à mon tour de jeu. Je vais devoir payer un charbon, donc je paye un charbon pour livrer ma pierre, et je vais toucher quoi? Je vais toucher ce qui est indiqué ici, la partie basse, donc ici, 80 $, youhou, enfin de l'argent. Et je récupère donc 80 $ ici dans mon jeu. Je suis très content. Et ça fait quoi aussi? Ça va changer l'influence de la ville. Influence qui va changer de quoi? Eh bien ça va dépendre de l'information qui se trouve ici. Ça c'est tiré au sort si vous utilisez la mise en place avancée. Et donc vous voyez qu'ici, la première livraison sur la ville blanche, c'est bien la ville blanche sur laquelle je suis, va faire avancer son marqueur de 1. Ah ah! Ça a fait augmenter le marqueur de 1. Regardez, le bleu n'a plus accès à l'influence de cette ville. Et donc parfois on prévoit des coups et on ne sait pas les faire parce que l'influence a changé, que quelqu'un a été livré et donc ça peut bouger les choses. La prochaine livraison le fera avancer de 2 puisque c'est 1, puis 2, puis 2, puis 1, puis 1 pour toutes les livraisons. Donc les villes vont pouvoir ainsi augmenter au niveau de l'influence au fur et à mesure qu'elles sont servies en ressources. Donc livrer est une action libre, on en fait une par manche. Vous avez besoin de payer un charbon pour le faire. Ça doit être vers une ville qui est reliée à votre réseau, qu'elle a besoin de la ressource nécessaire, qui part toujours d'une de vos usines, qui ne part pas de votre stock et
qui va vous rapporter de l'argent selon le niveau d'usine qui est libéré ici et ça va faire progresser l'influence de la ville selon ce qui est indiqué sous la petite languette là-bas. Et donc si plusieurs joueurs achètent des usines de pierre, vous voyez le prix va diminuer petit à petit, on va passer de 80 à 70, puis à 60, puis à 50. Donc vous allez certainement varier rapidement les usines. Alors certaines villes ne sont pas des villes importantes ainsi, mais ont aussi des demandes d'une pierre, d'un bois ou un truc ainsi. Donc ici par exemple, ils demandent aussi une pierre. Donc j'aurais pu ne pas aller jusque là et simplement livrer ma pierre ici. À chaque fois, on n'oublie pas de dépenser un charbon. Et attention, le charbon, je ne peux pas le prendre d'une ville. Alors parlons du charbon justement. Le charbon est un petit peu spécial. Si je construis une ville à charbon, en dépensant donc ceci à nouveau, je vais payer 20 au prix du charbon ici. Je peux le placer là-bas au-dessus, c'est ce que je ferai au début du jeu parce que c'est accessible à tout le monde. Mais quand ce sera tout pris là-bas, où est-ce que je peux encore placer mes bonhommes? Eh bien, je devrais les placer sur des villes qui ont des informations comme ceci. Des informations qui me disent je peux placer un bonhomme dessus. Donc il faut être relié à la ville. Je ne peux pas le mettre à une ville sur laquelle je ne suis pas relié. Et alors, je pourrais aller mettre mon charbon directement à côté. Hop, 3 charbons. C'est un personnage que j'ai récupéré ici qui était de niveau 2. Mes 3 charbons sont là. Si j'ai un charbon à nouveau dans mon stock, ici et pas là, je ne peux pas utiliser un charbon de là-bas pour livrer un charbon. Il faut d'abord qu'il soit venu dans ma zone personnelle pour pouvoir l'utiliser. Mais imaginons que j'ai mon charbon ici, que je le dépense et que je livre un charbon à ce niveau-ci. Mais vous voyez, le charbon, il n'y a pas d'argent. On ne touche rien quand on vend du charbon. Ce qu'on gagne à la place, c'est la clé de la ville. Le premier qui va aller là-bas va prendre la grande clé de la ville et le second à livrer du charbon prendra la petite. Le second qui livrera du charbon, ça ne peut pas être vous. Vous ne pouvez pas aller livrer les 2 charbons vous-même. Vous ne pouvez prendre qu'une seule clé par ville. Donc on ne peut pas prendre les 2 clés d'une même zone. Il faut laisser la zone libre pour quelqu'un d'autre. Donc les clés de la ville, c'est un petit peu spécial. Alors revenons encore un instant à nos petits ouvriers qui vont construire des usines. Vous voyez bien que sur certaines tuiles, il y a 2 bonhommes. Vous voyez que sur d'autres tuiles, il y a 2 bonhommes, mais il y en a un qui a un petit argent spécifique dessus. Eh bien, si je voulais aller, que c'était connecté, construire ici, là-bas c'est indiqué 40, la différence c'est que l'usine coûtera toujours 40. Si le prix a augmenté et que ça devrait coûter beaucoup plus cher, vous payerez quand même que 40. Si le prix est inférieur et que ça vous coûterait moins cher, vous payerez quand même 40. Donc quand il y a un prix ainsi, c'est toujours un prix fixe pour aller chercher une usine. Puis vous avez des tuiles qui ont accès à un ouvrier, mais il n'est pas directement sur la tuile. Pourquoi? C'est la rejouabilité qui fait qu'il y en a ici, il y en a là-bas. Eh bien, le coût pour placer une usine ici, qui est associée à la ville, eh bien, ce sera le coût indiqué sur la ville. Donc, ce sera 40 parce que c'est la tuile 40 qui a été mise à côté. Et là, ce sera 60 parce que c'est la tuile 60 qui a été mise à côté. Ça aurait pu être beaucoup moins. Ben ça, c'est la mise en place qui est un petit peu aléatoire, qui définit le prix d'une chose ou d'une autre. Ce qui est d'ailleurs très bien, vu que ça évite d'avoir des chemins tout tracés d'une partie à l'autre. Donc voilà, tous les emplacements ainsi. Si vous n'avez plus accès à des emplacements, vous ne savez juste pas construire d'usine. Et ça, c'est toujours très embêtant. Donc, il faut toujours bien réfléchir quand vous développez votre jeu pour passer à des endroits où vous allez placer des usines. Vous avez vu que les usines, ça rapportait beaucoup d'argent. C'est très utile au niveau du jeu. On peut passer à l'action suivante. L'action suivante, ça va être de récupérer justement des ressources de mes usines. En faisant ceci, pour chaque usine que j'ai placée, je peux récupérer une fois une ressource. Donc ici, j'aurais pu récupérer cela et cela. C'est comme ça que je vais récupérer, par exemple, mon charbon pour le remettre dans mon plateau de jeu et ainsi pouvoir utiliser pour aller livrer un autre charbon que j'aurai ici. Pas 2 fois dans la même ville, je vous rappelle, au niveau du charbon. Donc, j'ai récupéré mes ressources. Pour ça, il faut encore les stocker. Les stocker, j'ai ici mon train et j'ai ici mon stockage. Vu que j'ai enlevé des gares, il me reste encore un emplacement. C'est peut-être pas assez, ce sera certainement pas assez pour continuer à construire. Je ne peux plus utiliser mes wagons qui sont devenus des wagons de voyageurs et donc je vais devoir augmenter mes trains pour pouvoir récupérer du stock pour savoir faire des nouveaux rails. Alors quand je fais l'action ici, je ne suis pas obligé de récupérer une ressource à chaque usine. Je choisis les usines sur lesquelles je vais récupérer des ressources, mais je ne peux pas en récupérer 2 à 1. Je récupère un maximum de 1 ressource par usine. Alors pour augmenter mes trains et améliorer tout ceci, vous avez l'action suivante. L'action suivante permet d'acheter un train. Un train, soit ça va être améliorer l'existant, soit ça va être un nouveau train qui va aller en dessous. Alors quand j'achète un train, c'est toujours un train qui est dans une position inférieure à mon marqueur. Donc au début du jeu, je peux acheter des trains ici qui coûtent 40 ou qui coûtent 50. Quand je serai là, je pourrai avoir accès aux 60 et aux 70 et quand je serai là au fond, je pourrai acheter le 80. Si j'achète un train pour
augmenter une nouvelle ligne. Imaginons que je paye 40, comme ceci, que j'achète mon train, je le rajoute sur une nouvelle ligne, il vient avec 4 wagons, c'était un 40, il vient avec 4 wagons, c'était un 50, il venait avec 5, 60 avec 6, enfin, vous avez compris l'idée, pas de problème avec ça. Ce sont toujours des wagons qui sont mis du côté fret, donc du côté ressources qu'on va pouvoir y placer. Et quand j'achète un nouveau train, il vient automatiquement avec un charbon. Ça c'est chouette parce que ça me permettra de faire des livraisons. J'aurais pu aussi, c'est augmenter un train existant. J'aurais pu payer 50 pour augmenter mon train de 30 et le faire passer à 50. Mais alors, je ne paye que la différence. Entre 30 et 50, il y a une différence de 20. Je paye 20 et je vais remplacer ceci. Le charbon qui était présent, je le remets dessus parce qu'un train qui arrive pour augmenter un train existant n'arrive pas avec un charbon. Donc c'est ça la différence. Un nouveau train, il arrive avec un charbon. Un train pour augmenter n'arrive pas avec un charbon. Donc je pourrais avoir des trains qui arrivent avec des charbons deux fois. Je passe à 50, eh bien je rajoute 2 wagons toujours de fret, même si j'avais des wagons de voyageurs jusque-là. Et boum, me voilà avec des trains avec un petit peu plus d'espace de stockage. C'est mieux. Donc je me retrouve ainsi à acheter des trains. Si j'achète des trains à 60, j'ai un plus 1 au niveau de l'influence. En 70, j'ai un plus 2, un plus 3 si j'ai un 80. Si j'achète un 70 pour augmenter un 60, pas de problème, je récupère quand même le plus 2, je ne récupère pas la différence entre les deux. Hop, acheter des trains. Ensuite, on va compléter ces trains. Pour compléter ces trains, on va acheter des ressources. Alors, deux manières d'acheter des ressources. Soit j'achète une seule ressource, et le prix d'achat des ressources, elle est ici. Il n'y a pas de notion d'influence pour acheter des ressources, c'est accessible qu'importe votre influence. Et je vais acheter mes ressources au prix indiqué. On va toujours prendre par le haut et on va redescendre. Au début, toutes les ressources valent 10. Et je peux acheter une seule ressource si j'ai envie. Hop, un bois, ça me coûte 10 et je la mets directement dans mon train. Poum, 10. Mais il vous faut 3 ressources pour réussir à construire. Et donc, acheter 1 à 1 pour l'avoir directement, c'est pas toujours terrible. Et n'oubliez pas que si vous renvoyez une deuxième main pour acheter une ressource qui vous manque, donc ici il me manquerait l'orange, vu que j'ai déjà le brun, le gris, il me manquerait l'orange. Je pourrais encore y aller repayer 10, l'avoir tout de suite. Mais le problème, c'est que je vais descendre de 1 au niveau de mon influence et donc je vais perdre au niveau de ma position avantageuse pour le tour suivant. Donc, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure des options d'y aller plusieurs fois. Parfois, c'est ce qu'il faut faire, parfois, c'est plus utile qu'autre chose. Ça dépendra de votre partie, ça dépendra de chaque tour. Donc, j'ai une autre option, quand je vais ici, c'est acheter, mais acheter pour plus tard, acheter pour la manche suivante. Et là-bas, je vais commander en fait des ressources. Là, je peux en acheter plusieurs. Mais il y aura une limite. La limite, c'est la limite indiquée par le jeton qui se trouve au niveau du tour en cours. Donc pour l'instant, c'est 4, puis ce sera 3, ce sera 5, ce sera 2, ce sera 3, ce sera 4 et ce sera 2 à la fin. Dernièrement, je ne sais pas acheter pour commander vu qu'il n'y aura pas de tour de livraison vu qu'on est à la fin du jeu. Donc ici, je peux acheter jusqu'à 4 ressources qui vont aller où? Qui vont aller dans ma commande. Donc je les paye tout de suite. Donc je paye, je précommande, c'est un petit peu comme un Kickstarter, et je vais avoir directement ça en stock, et je vais devoir attendre la prochaine livraison dans un an, enfin non, la prochaine manche, pour avoir accès à mes ressources. Donc je peux en acheter jusqu'à 4 pour peu que j'ai l'argent, et je vais acheter mes ressources et les mettre directement ici. Imaginons que je peux en acheter jusqu'à 4, mais j'en achète que 2, parce que j'ai peut-être pas plus que ça. Regardez, j'ai 20 ici, ben je peux seulement dépenser mes 20 pour aller chercher, et je vais les mettre ici, en attente. Donc je ne sais pas les utiliser le tour où je les achète, je devrais attendre le tour suivant pour les récupérer, pour les stocker. Parfois c'est utile, ça permet d'acheter quelque chose, c'est encore plein ici, et puis seulement de se débarrasser de mes ressources pour aller à autre chose. Au niveau stockage des ressources, je précise quand même, c'est indiqué dessus, là sur le train on ne peut placer que du charbon, mais je pourrais mettre du charbon aussi dans un emplacement autre. Ça coule de source, mais autant le dire. Donc, soit j'achète tout de suite une seule fois, soit je peux en acheter plusieurs, le nombre de plusieurs dépend de mon tour et de la tuile qui est indiquée. Parfois ça commence à 2, parfois ça commence à beaucoup plus, c'est un petit peu à vous de voir comment le jeu va tourner. C'est ça qui est très intéressant, c'est vraiment que ça change énormément de choses lors dans lequel les actions arrivent. Et puis après, je vais attendre et donc le stocker ici dans ma zone de livraison. L'action suivante, ça va être lié à mes investisseurs et la valeur de ma société. Et bien ici, j'ai le choix entre deux choses, soit augmenter la valeur de ma société, soit la faire redescendre. Alors la faire redescendre, c'est souvent une action désespérée, mais on verra l'utilité de ceci. Mais la faire monter, c'est la faire monter de 1 cran. Qu'est-ce que ça me coûte? Eh bien ça me coûte la valeur indiquée en dessous en influence. Donc la faire monter d'un cran me coûte 1,
puis après la faire remonter encore de 1 coûtera 2, puis 3, puis 4, puis 5. Donc chaque fois que je monterai d'un cran avec cette action-là, je perdrai en influence. Donc c'est très cher pour la faire monter à la dure au niveau de l'action. Ça peut être utile, mais ça reste quand même très cher. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'était beaucoup plus intéressant de les faire monter en prenant les jetons qui se trouvent ici, parce que ça vous fait économiser de l'influence. Imaginons que vous pouviez avancer de 3, 1, 2, 3, et bien ça vous a fait économiser 1, plus 2, plus 3 en influence en le faisant monter à la dure, et donc ça m'aurait coûté 6 pour monter ici, tandis que j'aurais pu dépenser ça en influence, et j'aurais fait 1, 2, 3, et j'aurais dû redépenser 3 actions et 6, et donc je serais descendu beaucoup plus bas si je l'avais fait dans ce sens-là. Donc c'est très utile de monter avec mes petites actions parce que ça vous coûte très très cher de monter à la dure. Alors, redescendre, pourquoi? Eh bien c'est une question de rentabilité, c'est une question de récupérer des sous. Et pour cela, je vais vous l'expliquer, mais seulement avec la tuile suivante. La tuile suivante, la dernière ici des possibilités d'action, eh bien ça va être de prendre justement des contrats. Les contrats, ils se trouvent ici, ce sont des demandes faites par les investisseurs pour améliorer la valeur de votre société. Donc c'est de l'argent que vous allez toucher à la fin du jeu si vous avez rempli le contrat. Et en attendant, si vous faites des contrats ainsi importants, vous allez attirer des investisseurs. Alors un contrat, donc c'est une demande en fin de jeu d'avoir à sa disposition une usine de ce type-là. Par exemple, si j'ai une usine grise, je pourrais prendre ce contrat-là. Maintenant, je n'ai pas d'usine orange, je pourrais prendre ce contrat-là aussi. C'est pas un problème. Jusqu'à la fin du jeu, j'ai réussi ou j'ai pas réussi le contrat. Donc je vais choisir un des contrats quelque part. Ici, j'ai un gris et un noir. Je n'ai pas de gris et de noir qui sont disponibles ici. Par exemple, j'ai gris, noir, orange. Et je peux me dire, tiens, d'ici la fin du jeu, j'arriverai à faire le gris, noir, orange et je vais prendre ce contrat-ci. Je mets de côté. Je peux déjà mettre carrément mes usines dessus pour ne pas oublier de ce que j'ai et ce qu'il me manque. Et en prenant le contrat, il va y avoir deux choses qui vont apparaître. Ça va être des petits bonhommes verts, donc des petits investisseurs qui vont apparaître, qui vont venir s'ajouter, je vais mettre dans l'autre sens comme ceci, dans votre plateau, et vous allez avoir des classes VIP dans votre train. Ce sont des petits marqueurs qui viennent aussi nombreux qu'il y a des bonhommes verts, donc un bonhomme pour un contrat 1, 2 et 3 au fur et à mesure que vous montez, et ça, eh bien, ça va remplir vos cases. Vous devez avoir des espaces de fret qui existent, et donc vous devez avoir des espaces réservés. Ces cas-ci, on ne saura plus les utiliser. Si vous ne savez pas mettre ces marqueurs-là, vous ne pouvez pas prendre le contrat associé. Donc, je vais récupérer un contrat, j'estime qu'à la fin de mon jeu, j'aurai eu le temps pour faire encore une usine orange et donc je vais avoir le contrat qui sera réalisé si on arrive à triste et je toucherai 300 $ à la fin de mon jeu. Du coup, j'ai récupéré des investisseurs. Et bien ces investisseurs-là, ils sont prêts à dépenser le premier 40, 60, 90 ou 130 pour des actions. Et donc je vais pouvoir revendre mes parts au montant de valeur de ma société. Et ma société au début, elle ne vaut que 40. Et donc chacun est prêt à dépenser 40 ou plus et donc je pourrais vendre 4 parts et toucher 4 x 40, 160. Mais si j'ai réussi à faire monter ceci dans le cours du jeu, par exemple à 130, j'en ai plus qu'un seul qui accepte d'acheter à 130. Peut-être qu'après j'arriverai à prendre une nouvelle action ainsi, mettre un nouveau marqueur, récupérer ainsi un nouvel investisseur, et donc maintenant j'en retrouve 2 qui sont prêts à payer 130. En action libre, je peux donc vendre mes parts. Je pourrais dire, tiens, je vends des parts à ces deux-là, ils sont prêts à payer le prix, je les mets ici, et je touche 2 fois 130, c'est la fête de l'argent plein mille, donc je trouve 260 $ en une fois, youpi youpi. Super, j'ai fait plein d'argent. Alors, pourquoi est-ce que je ne le fais pas avec les 40 sans me prendre la tête à monter, j'aurais touché moins, 160 et tout ce qui va avec, je suis d'accord avec vous. Sauf qu'il y a un impact. Les investisseurs ici, à la fin du jeu, ce sont des pourcentages de moins de vos points de victoire finaux. Donc, si j'ai 2 investisseurs à la fin du jeu qui sont ici, qui ont acheté des parts chez moi, eh bien, si j'ai 1000 points de victoire, 1000 en argent en fin du jeu, vu que l'argent sont les points de victoire, si j'ai 1000 à la fin du jeu, au final, je termine avec 800. Je perds 20% de mon montant. Si, imaginons que j'en avais mis 5, eh bien, de mes 1000, je toucherais que 500 points de victoire réels. Et si j'avais mis 10 investisseurs, j'avais plein d'argent, je fais une belle société, juste je touche 0 points de victoire à la fin du jeu et j'ai perdu. Donc, c'est un petit peu embêtant à ce niveau-là. Mais c'est très utile, ça permet d'avoir de l'argent en plus. Alors c'est un petit calcul par rapport à la valeur exacte. Est-ce que c'est intéressant de prendre des investisseurs par rapport à l'argent qui va avec? Globalement, estimez la valeur de votre entreprise avant le passage des investisseurs. En fait, prendre un investisseur et perdre des pourcentages est intéressant si la valeur de votre entreprise est inférieure ou égale
à 10 fois la valeur de l'argent que vous avez touché. Autrement dit, si avant de vendre à 130, j'estime que mon entreprise finale vaudra moins de 1300, 130 fois 10, eh bien c'est intéressant de vendre. Parce que de toute façon, je gagnerai même en retirant les 10%. Donc si vous vendez à 40, ça veut dire que vous avez une entreprise que vous estimez à fin de jeu qui sera 400 ou moins. Bon, c'est pas un bon score. On peut franchement arriver à des 900 assez facilement en fin de jeu. Et donc vendre à 130, 180, c'est vraiment plus utile. Là-bas, c'est toujours un gain. Et qu'importe le nombre d'investisseurs que vous vendez à ce moment-là, ça ne change plus grand-chose. Parce que de toute façon, l'impact sera toujours le même au niveau du gain et de la perte qui va avec. Donc ça, c'est vraiment les investisseurs. C'est l'action là-bas. Je prends un contrat, je bloque des trains selon le niveau de contrat, je récupère des investisseurs selon le niveau de contrat et ça me permettra d'avoir de l'argent en fin de partie si j'ai rempli les contrats et qu'on est arrivé à triste. Et donc maintenant que j'ai fait toutes les actions, on va parler un petit peu du développement du jeu et de la fin de jeu. Pour l'instant, terminons notre manche. Donc j'ai placé mes deux mains sur l'ensemble du jeu. Tout le monde a fait ça. On va donc voir est-ce que quelqu'un est arrivé à triste. Sinon, le marqueur va avancer de 1. On va retourner ceci pour dire qu'on ne peut plus acheter à ce niveau-là. Et puis, on va faire quoi? On va récupérer ses mains. On va récupérer la main qui vient d'être libérée par le marqueur au début du jeu et ces deux mains. Donc, on se retrouve avec 3 mains. Au fur et à mesure du jeu, 3e tour, on va récupérer une de plus. 4e tour, on va récupérer la dernière. Et donc, à partir du 4e tour, on va systématiquement jouer 5 fois. Ensuite, on va regarder est-ce qu'il y a des cubes qui sont présents sur la case pour recharger la réserve. Eh bien non, ici il n'y en a pas. À partir de là, il y en a. Donc ici, je reprendrai les 3 cubes ici et j'irai les remettre dans la réserve d'achat. Si jamais il n'y a pas de place, par exemple, on n'a pas acheté de charbon là-bas, les 2 charbons qui vont aller ici, ils vont retourner dans le stock. Ce n'est pas un problème. Ensuite, étape suivante, on va récupérer tout ce qu'on avait mis ici en précommande qui va revenir dans mon jeu. Donc tout ce qui était précommande va revenir pour peu qu'on sait encore le placer, sinon c'est à nouveau c'est à la poubelle. On va enfin toucher de l'argent de ma production. L'argent de mes productions sont tous les petits billets verts qui sont visibles ici. 1, 2, 3, 4, 5. Je gagne 50 de production ici en début de manche. Et puis on va voir nos ouvriers. Si j'ai des ouvriers qui n'ont pas travaillé, ils montent d'un cran. Tous les ouvriers qui ont travaillé, ils redescendent d'un cran. Donc un ouvrier qui a travaillé, lui ne va pas progresser vers la case suivante. Donc il faut garder des ouvriers qui ne travaillent pas si on veut les faire progresser et donc avoir des ouvriers qui ont une plus grande force de travail, ici 3. Plus utile, surtout que pour à la fin du jeu, il faut faire 8 pour arriver jusqu'à triste par exemple. Mais parfois, il faut beaucoup pour avancer. Par exemple, il faut 10 si je suis là-bas et je veux aller ici plus là-bas. 6 plus 4, ça fait 10. Il m'en faut au moins 4 ou 3 plus un petit ici. Sauf qu'ici dans mon exemple ce n'est pas vrai vu qu'ici il y a une couronne et donc c'est un espace national et j'aurais juste à payer de l'argent, mais c'est pas grave, imaginons qu'il pas ceci, j'aurais effectivement besoin de 10 pour le faire. Et puis on va redéfinir l'ordre du tour qui est défini par rapport au niveau d'influence et comme je dis en cas d'égalité c'est celui le plus haut qui passe premier, donc là-bas on aurait mauve, jaune, bleu. Et on repart, on retourne mettre ses mains et on refait les actions à nouveau comme ceci. Donc au niveau du tour de jeu, c'est pas trop compliqué. Le problème, c'est vraiment de gérer son argent parce que l'argent, c'est super difficile à en avoir. On n'en gagne pas beaucoup ici. Si vous n'avez pas développé fortement tout ceci, eh bien, il faudra aller vendre au niveau des villes pour aller toucher de l'argent. Donc ça, c'est vraiment le nerf de la guerre et un des centres du jeu. Une fois que j'ai fait tout ceci, il y a un moment où on arrivera soit à la fin du jeu, soit on arrivera à triste. Alors, imaginons la fin de jeu parce que quelqu'un arrive à triste. Donc ça peut être dans le dernier tour, ça peut être avant. Alors, imaginons que ce soit le jaune et qu'il ait réussi à bien développer son réseau. Hop, il est passé par là, par ici, comme ça, et le voilà arrivé à triste. Quand il le fait, il déclenche la fin de jeu, on termine la manche et puis on n'ira pas plus loin. Déjà, quand quelqu'un arrive à triste, ce qui va se passer, c'est qu'il va toucher de l'argent de son réseau. Donc il va compter le nombre de rails, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il a un réseau de 9 rails, pas rien que pour aller à triste, si jamais il avait et s'il était par là pour une raison ou pour une autre, il va compter aussi ce 10e rail-là qui ne permet pas d'aller de là à là, c'est tout son réseau. Chaque rail de son réseau va lui permettre de toucher 10 $, donc il va toucher ici pour 10 rails, 100 $. Ça c'est immédiat, dès qu'on arrive ici, c'est ce qu'on fait, on touche 10 $ par rail. Ensuite, les autres joueurs terminent et tout ça, et on va voir pour les autres joueurs, est-ce qu'ils ont aussi atteint triste. Et d'autres joueurs pourraient aussi atteindre triste, peut-être faire des rails encore un petit peu pour l'un ou pour l'autre, s'améliorer, approcher. On pourrait très bien imaginer quelque chose comme ceci. Hop, on a approché, mais on n'est pas arrivé jusqu'au bout.
Alors du coup, pour les autres joueurs, il y a une question qui va se poser, c'est est-ce qu'ils doivent atteindre triste ou pas? En fait, atteindre triste n'est obligatoire que si on a des contrats. Si on a des contrats et que quelqu'un atteint triste, on est obligé d'atteindre aussi triste. Et donc, si on n'y est pas, on va devoir payer au joueur qui est allé jusque-là de l'argent, 20 $ par rail qu'on va utiliser de son réseau pour atteindre son objectif. Donc ici, Mauve a des contrats, il est obligé de payer 20, 40, 60 pour atteindre triste par le chemin le plus court que Jaune aurait fait pour aller jusque-là. Si Bleu n'a aucun contrat, il ne doit rien payer pour atteindre triste. Même s'il n'est resté que sur le haut du jeu et tout ça, il a 0 contrat sur l'ensemble de son jeu, il ne doit pas y aller. Donc ça fait une grande différence. Vous avez pris des contrats, quelqu'un atteint triste, vous êtes obligé de lui payer 20 $ pareil de son réseau que vous allez devoir utiliser pour atteindre triste, pour faire vos contrats. Donc ça c'est très important. Vous prenez des contrats, approchez-vous un petit peu, au moins si quelqu'un l'a atteint, ce sera important. Si personne n'atteint triste et qu'on arrive à la fin du jeu, il n'y a rien à payer à personne. Mais ça aura comme impact que les contrats ici, même si vous avez les usines dessus pour les réaliser, vous toucherez rien parce que vous n'êtes pas allé jusqu'à triste. Donc c'est une obligation, si vous les avez et que quelqu'un atteint triste, d'y aller aussi. Si personne n'atteint triste, il n'y a pas d'obligation, vous ne payez rien à personne. Vous n'avez pas de contrat, vous n'êtes pas obligé d'atteindre triste, vous n'êtes pas obligé de payer à quelqu'un d'autre pour atteindre triste comme lui y est arrivé. Donc ça fait une grande différence. Ok, j'ai payé ou j'ai pas payé. Si j'ai des contrats qu'on a atteint triste, que j'ai atteint triste, que j'ai payé pour l'atteindre, je vais alors toucher de l'argent pour tous les contrats qui sont réalisés. Autrement dit, si j'avais réalisé mon contrat ici et que j'avais ce qui me manquait, je toucherais 300 $. Si par contre, un contrat n'est pas réalisé, je perds l'argent. Si je n'ai pas le gris qu'il faut faire ici, je perds 70 $. Et je ne peux pas dire que cette usine-là fonctionne pour les deux cartes, c'est une usine par carte. Donc, je réussis, je touche 300 $, je ne réussis pas, je paye 70, et c'est là-bas la différence, c'est que si on ne réussit pas, on dit « Ah ben moi j'atteins pas triste, si moi je ne fais pas mes contrats ». Non, si vous avez des contrats, c'est obligé d'atteindre triste, même si c'est pour les perdre. Donc très important ce petit détail-là. Donc je touche de l'argent pour ça. Qu'est-ce que je vais encore toucher comme argent? Eh bien je vais faire une dernière production, je vais produire à tous les endroits qui étaient censés produire. Si j'ai ça, à la place de toucher 50 sur mon plateau de jeu, je toucherai 100. Je double, grâce à ceci, ma production personnelle. Ensuite, chaque ressource que j'ai, que ce soit des ressources sur mon plateau de jeu ou des ressources dans mes usines qui sont encore présentes ici, valent 10 $. Donc je vais revendre chacune de mes ressources pour 10 $. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80 $ ici pour revendre mes ressources. Je vais ensuite toucher par rapport à ma position sur le plateau d'influence et les villes sur lesquelles j'ai une influence. Si j'ai de l'influence sur une seule ville, je vais toucher 10 $. Si j'ai une influence sur 2 villes, je vais toucher 30 $. Sur 3 villes, 60 et sur 4 villes, je vais toucher 100. Donc, si j'ai de l'influence sur toutes les villes, je vais toucher 100 $ ici immédiatement. Donc, à nouveau, un intérêt de jouer sur l'influence ici, vu qu'on a de l'argent en fin de jeu. Et puis, on va retoucher pour mes clés. Les clés que j'ai, les clés de la ville, vont me permettre de toucher aussi des $. Alors, chaque ville est placée, il y a 2 numéros qui sont associés. Il y a un gros et un petit. Le gros, c'est la grosse clé. Le petit, c'est la petite clé. Celui qui a la grosse clé de la ville blanche va toucher ici 70 $. Celui qui avait la petite clé aurait touché 40. Et donc les montants ici augmentent. Ce qui fait que c'est intéressant d'aller vendre le charbon effectivement dans les villes qui sont les plus hautes parce qu'elles valent le plus d'argent en fin de partie. On peut donc cumuler les clés mais jamais une grande et une petite. Vous avez donc tout votre argent, tous vos points de victoire et à ça vous allez déduire les investisseurs que vous avez pris ici qui chacun enlève 10% du montant final. Et donc ici je retirerai 20% du total de mon argent que j'ai après avoir fait tous mes décomptes. Alors évidemment, quand on paye pour les rails, on paye après avoir touché son argent. On ne peut pas dire « Ah, j'ai pas d'argent, je ne sais pas te payer ». Non, non, non. C'est d'abord, on fait toutes les récoltes d'argent partout, on vend ses ressources et tout ce qui va avec, et puis seulement, on va payer pour les rails. Donc n'essayez pas d'être plus malin que le jeu. Voilà, vous avez toutes les explications d'Imperial Steam. C'est un jeu qui n'est pas trop complexe au niveau de ses règles, mais la mise en place, la manière de faire et l'ordre du tour qui va changer beaucoup de choses parce que les prix évoluent. Quand vous passez derrière quelqu'un d'autre qui fait la même action que vous, peut-être que l'argent que vous avez mis de côté pour acheter telle ou telle ressource, mais vous ne l'avez plus. Et donc vous allez devoir revoir votre ordre d'action, peut-être revoir vos priorités, vous développer sur autre chose, trouver des solutions bis. Parce que ça c'est très important de passer avant quelqu'un d'autre, même parfois mettre des rails, vous comptiez aller quelque part, vous devez aller quelque part mais quelqu'un passe devant vous met un rail. Ça vous coûtera 10 sous de plus et donc ça change tout quand on n'a pas beaucoup d'argent et on n'a
pas souvent beaucoup d'argent dans le jeu, même si à certains moments il y a de l'argent qui rentre facilement et de manière agréable, il est vite dépensé en fait. Parce qu'on en a besoin pour acheter de nouveaux ouvriers, parce qu'un ouvrier qui part pour faire une usine, ben c'est un ouvrier qui part et vous ne l'avez plus pour construire, du coup il faut en acheter un autre et les prix ont changé, les prix ont augmenté, ou il faut remonter au niveau de l'influence pour avoir accès à une ville où les prix des ouvriers ne sont pas encore trop chers, mais monter en influence, ça vous coûte aussi de l'argent. Et donc l'argent il part et il rentre pas facilement. Malgré tout, on arrive et il y a moyen d'arriver dès le 6e tour à Trist, ça s'est déjà vu. Ça dépend un petit peu de la configuration du jeu, c'est ce qui est très bien aussi, c'est que comme la mise en place évolue, ne jouez pas tout le temps avec la mise en place de base, donc il y a une mise en place fixe, il y a une mise en place avancée et puis une mise en place aléatoire. Faites la première en fixe, puis après passez en avancée et puis passez systématiquement en aléatoire, ça change beaucoup plus au niveau du plateau de jeu et donc ça change beaucoup les tactiques qui vont avec, c'est très intéressant. Et on va devoir vraiment se réadapter à ça à chaque partie parce que la position de base fait que vous allez devoir rusher sur un truc ou sur un autre parce que c'est beaucoup trop intéressant. Avoir effectivement ces marqueurs-ci qui montent pour pouvoir vendre à des investisseurs à 130 par exemple, ben c'est bien, ça fait de l'argent qui revient à un moment où vous étiez exsangue et que vous étiez bloqué ou quelqu'un a fait un mauvais coup et donc vous a eu pour une action ou pour une autre. C'est très plaisant de pouvoir avoir cette bulle d'air frais d'argent pour se relancer dans le jeu. Par contre, c'est très punitif. Vous avez fait des erreurs, vous êtes dans le trou, on a changé quelque chose, vous pensiez vendre et quelqu'un a vendu votre ressource avant vous dans la ville que vous étiez. Eh bien, l'argent que vous avez prévu, vous ne l'avez pas, vous ne savez peut-être plus faire grand-chose. Toucher 10, 10, 10, ben, c'est pas grand-chose et en fait, vous perdez le fil du jeu et les autres avancent et quand les autres avancent et que vous perdez, ben, souvent vous perdez à la fin. Donc, les calculs d'argent et la gestion de tout ceci est très important et ça peut être très punitif et vous avez des joueurs qui jouent mort à partir de la 6e manche parce qu'ils sont trop derrière en fait. Et il n'y a pas vraiment d'option pour eux pour revenir parce qu'ils ont fait des erreurs, et c'est toujours les joueurs qui ont fait des erreurs. Donc attendez-vous plutôt à un jeu difficile à votre première partie, c'est-à-dire expliquer dans les règles que vous allez améliorer votre jeu au fur et à mesure du temps, que ça peut être très frustrant au départ, mais qu'en fait c'est à vous à jouer mieux, à bien comprendre l'importance d'une chose par rapport à une autre, d'une priorité par rapport à une autre, ce que gagne ceci par rapport à cela, et de vous développer par rapport au meilleur plateau qui est mis devant vous, mais par rapport aux actions des autres, par rapport à votre positionnement, par rapport à l'ordre du tour. C'est plus facile qu'on est devant, mais il y a moyen de faire des choses en étant derrière. Et parfois, on fait des choses très violentes pour les autres joueurs, simplement parfois mettant un rail, parce qu'ils veulent aller dans un chemin. Vous avez bien vu qu'ils peuvent le faire, mais qu'ils n'ont pas l'argent nécessairement pour le faire, mettre parfois un seul rail plutôt que deux, mais ça change tout parce qu'en fait ils ne savent plus jouer, ils doivent revoir leur plan de jeu, aller ailleurs, perdre parfois des coups pour revenir, et vous, vous avez peut-être les moyens ainsi de faire quelque chose. Donc ça change beaucoup d'une partie à l'autre, l'ordre du tour va influer beaucoup de choses. Au début, logiquement, si vous avez accès au moins à 2 villes, vous devriez, quoique ce n'est pas une obligation, avoir accès à assez d'ouvriers à un bon prix. Vous devriez avoir accès à des ressources à un bon prix, comme tout le monde. Mais dans les tours qui suivent, ça va changer. Voilà une belle réussite, une belle grande réussite pour un Imperial Steam qu'on verra en finale, je pense, de tous les prix experts qui vont arriver dans l'année à venir. Voilà, vous savez tout au niveau des règles. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu!